L'incident à Monaco, qui a fait aujourd'hui le tour de tous les médias mondiaux, est directement lié à l'Ukraine. Et vous serez très surpris d'apprendre qui pourrait être derrière cet incident. Selon les forces de l'ordre de Monaco, l'explosion survenue cette nuit a fait au moins 7 blessés, dont l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaïev, contre qui des sanctions ont été imposées par le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Sa compagne a subi une blessure grave et se trouve dans un état critique. L'homme qui a posé l'explosif n'a pas encore été retrouvé, mais il est précisé que la cible de l'attaque était précisément l'ancien oligarque ukrainien Ermolaïev. Et le passé criminel d'Ermolaïev n'est pas seulement lié aux sanctions ukrainiennes, mais aussi à des syndicats criminels internationaux, dont les représentants ont été dénoncés à Interpol par le fils de cet oligarque, qui a conclu un accord avec la justice en Estonie. C'est une histoire très intéressante et aujourd'hui nous allons l'analyser en détail. Au même moment, certains médias ukrainiens ont rapporté que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, avait proposé à Vladimir Poutine d'entamer des négociations de paix directes par l'intermédiaire d'Alexandre Loukachenko. Et Poutine a même déjà répondu à cet appel, en remerciant Loukachenko pour sa médiation. Et voilà que Loukachenko a eu une rencontre secrète. D'abord avec Poutine à Valdai, puis il s'est rendu en Chine, où il a rencontré Xi Jinping. Et tout de suite après cela, à Pékin, il a été déclaré que la Chine exhortait fermement Moscou et Kiev à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre, à instaurer immédiatement un cessez-le-feu sur la ligne de front et à renoncer aux frappes sur le territoire de l'autre. De plus, à Pékin, on insiste davantage sur le fait que c'est Vladimir Poutine qui en a le plus besoin. Pendant ce temps, Poutine lui-même cherche où trouver de l'essence. Pour les Russes, il n'y en a déjà plus assez. Et pendant ce temps, l'Ukraine a de nouveau frappé aujourd'hui le centre de communication spatiale dans la région de Moscou. C'est important, car c'est ce centre qui coordonne toutes les communications des occupants russes en Ukraine. En général, dans cette émission, nous allons discuter en détail de tous ces sujets. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Alors, commençons par la nouvelle la plus retentissante de la journée. Il s'agit de l'attentat à Monaco. Le lundi 29 juin, une puissante explosion a retenti dans un immeuble résidentiel de la principauté de Monaco. C'est ce que rapporte Le Figaro. Selon la publication, l'incident s'est produit rue Révérend Père Louis Frola vers 21h heure locale, peu de temps avant l'explosion. Un homme non identifié, capté par les caméras de surveillance, a laissé un sac à dos devant la porte d'entrée de cet immeuble et s'est enfui en direction de la ville voisine française de Beausoleil. L'engin explosif a explosé précisément au moment où des personnes entraient dans le bâtiment, notamment ce même oligarque ukrainien. Il est rapporté qu'au moins 7 personnes ont été blessées. Des sources de la chaîne de télévision française BFM TV ont précisé que parmi elles se trouvait un homme d'affaires ukrainien. Vadim Ermolaïev, sa compagne et son fils de 13 ans, l'entrepreneur comme on l'appelle, et sa femme ont été hospitalisés et sont dans un état grave. Le procureur de Monaco, Thibault Stéphane, a déclaré que la vie de l'adolescent n'est pas en danger. Et je vais maintenant citer le chef du gouvernement de Monaco, Christophe Mirman. Il s'agit probablement d'un attentat. À ma connaissance, c'est le premier cas de ce genre dans l'histoire de la principauté. Il a également ajouté que, selon les premières informations, l'engin explosif était rempli de boulons et de billes à vent métalliques afin d'accroître son pouvoir létal. Et à l'heure actuelle, les forces de l'ordre recherchent le suspect qui a laissé le sac à dos contenant l'explosif près de la maison. Il est rapporté que toutes les personnes blessées ont été hospitalisées dans des hôpitaux à Nice et à Monaco. L'état de l'une d'entre elles est considéré comme critique. En particulier, une femme parmi les victimes, identifiée comme la compagne de l'oligarque Ermolaïev, a subi de graves blessures et se trouve dans un état très critique. À la suite de l'explosion, elle a perdu ses membres inférieurs. Ermolaïev lui-même a subi des brûlures et des blessures causées par des éclats. Il n'y a pas encore de détails sur son état. Et mardi matin, les 3 blessés étaient en tout sans vie. Le parquet de Nice a déjà ouvert une enquête pour association de malfaiteurs, détention illégale et utilisation d'explosifs, et l'affaire a été confiée au service interdépartemental de police judiciaire.
Selon l'enquête, un homme suspect vêtu de vêtements sombres et d'un chapeau a été repéré par les caméras de vidéosurveillance dans le secteur de Beausoleil. Il a été vu pour la dernière fois dans la rue Tupikovaya, après quoi il a disparu du champ de vision de la police. Pour le moment, il est toujours activement recherché. Sur les lieux de l'incident, des experts médico-légaux et des services techniques de la police ont travaillé, prélevant des échantillons d'explosifs et déterminant le type de dispositif. D'après les témoins, des débris de l'explosion ont été retrouvés à l'entrée du bâtiment. C'est ici que débute la partie la plus intéressante de cette histoire. Vadim Ermolaïev est un homme d'affaires ukrainien, fondateur de la société commerciale et de production Alev, et l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la ville de Dnipro. Il figurait régulièrement dans la liste des 100 personnes les plus riches d'Ukraine selon Forbes. Par exemple, en 2021, le magazine estimait sa fortune à 220 millions de dollars. En 2019, Yermolaïev a renoncé à son passeport ukrainien et a obtenu la citoyenneté chypriote. En décembre 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imposé des sanctions personnelles contre Yermolaïev pour une durée de 10 ans. Selon le service de sécurité d'Ukraine, la raison de l'imposition des sanctions était l'activité de son entreprise d'alcool en Crimée annexée, où ces entreprises payèrent des impôts au budget russe. La structure criméenne d'Ermolaïev opérait en contournant les sanctions de l'Union européenne, utilisant des chaînes de sociétés offshore à Chypre et aux îles Vierges britanniques, et recevait également des crédits auprès de banques russes, sous sanctions. Après qu'Ermolaïev a été sanctionné par le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, l'oligarque a tenté de sauver ses affaires ukrainiennes en les transférant formellement à un fonds de capital-risque technologique. Et il a ainsi obtenu sa fille, Sofia Kononenko, qui vit actuellement à Londres. Eh bien, on pourrait penser que si Ermolaïev est sous sanction du Conseil de sécurité nationale et de défense, cela signifie qu'il ne pourra en aucun cas mener une quelconque activité commerciale en Ukraine. Mais non, il le peut. Malgré toutes les sanctions, les sociétés liées à Ermolaïev, en particulier Akam et AKPRO, ont réussi à intégrer un consortium en Ukraine. Ils ont remporté un appel d'offres public de plusieurs millions pour, attention, la construction du cimetière militaire national commémoratif d'Ukraine et devaient ainsi fournir du granit. Et si ce n'était pas pour les journalistes, Ermolaïev et ses complices auraient gagné de l'argent sur la construction du cimetière commémoratif pour les militaires ukrainiens. Mais ce n'est pas tout le business d'Ermolaïev, et voici le moment le plus important de cette histoire. Selon l'une des versions de l'enquête, l'attentat à Monaco pourrait être lié aux activités criminelles des centres d'appel de Dnipro. Oui, vous avez bien entendu. En fait, les fils de l'oligarque Ermolaïev sont profondément impliqués dans cette industrie. Fin 2025 à Chypre, le fils de l'oligarque Andrei Ermolaïev a été arrêté à la demande d'Interpol. Et c'est le moment le plus crucial. Il a été extradé en Estonie où il a reconnu sa culpabilité dans l'affaire de l'organisation du gigantesque réseau d'escroquerie internationale Milton Group, qui a trompé des Européens et des Américains de plus de 100 millions d'euros. Et voilà, le fils de l'oligarque a payé 8,5 millions d'euros de compensation et a finalement reçu une peine avec sursis. Pourquoi ? Parce qu'il a conclu un accord avec la justice. Et maintenant, nous allons y venir. Le deuxième fils de l'oligarque, Artur Ermolaïev, d'ailleurs ancien chef de la Fédération d'e-sport d'Ukraine, a également été impliqué dans des enquêtes sur les centres d'appel de Dnipro, qui trompaient non seulement les Ukrainiens, mais surtout les Européens. Et donc, compte tenu du passé criminel de Vadim Ermolaïev, de la spécificité de ses affaires et de la situation géopolitique actuelle, les forces de l'ordre de France et de Monaco identifient de plusieurs commanditaires hypothétiques principaux de la tentative d'assassinat. Et en première position, on retrouve les syndicats criminels internationaux. C'est actuellement l'une des versions les plus plausibles dans les médias européens liées aux activités de ce fameux réseau d'escroquerie Milton Group, dirigé par les fils de l'oligarque. L'enquête reconnaît que la tentative d'assassinat pourrait avoir été organisée par des dirigeants de réseaux d'escroquerie liés aux crypto-monnaies ou par des groupes criminels internationaux associés. Et justement, le motif de ces syndicats serait la vengeance, parce que le fils de l'oligarque, Andrei Ermolaïev, a accepté de coopérer avec l'enquête.
Les médias européens indiquent que le fils de l'oligarque a révélé aux forces de l'ordre européennes tous les secrets internes, les portefeuilles de crypto-monnaies et les noms des hauts responsables de ce gigantesque réseau d'escrocs. L'attentat contre le père est soit une vengeance directe contre Andrei de la part des anciens partenaires du réseau d'escroquerie, soit un avertissement sévère à toute la famille pour qu'ils se taisent et ne révèlent pas les actifs restants. Le réseau de centres d'appel, Milton Group, ne volait pas seulement, comme vous pouvez l'imaginer, de simples retraités dans l'Union européenne. Non. Les enquêteurs européens indiquent que, soi-disant, à travers leur plateforme d'investissement crypto-fictive, des millions d'euros étaient perdus même par des personnes assez influentes, y compris des représentants de milieux d'affaires douteux. D'un autre côté, ils envisagent aussi l'hypothèse d'une implication du service fédéral de sécurité russe, selon laquelle il s'agirait d'une punition pour avoir essayé de ménager la chèvre et le chou. Yermolaïev menait depuis des années une grande entreprise en Crimée occupée et interagissait inévitablement avec des superviseurs du FSB et des collaborationnistes, payant des impôts à la Fédération de Russie. Cependant, après l'imposition de sanctions ukrainiennes contre lui à la fin de 2023, Yermolaïev a commencé à essayer activement de se refaire une respectabilité en Occident, à transférer ses actifs au nom de sa fille à Londres et à se distancer de ses liens toxiques avec la Fédération de Russie. Comme nous le savons, les services de lobby secret russes éliminent souvent les grands hommes d'affaires connaissant trop les schémas financiers du Kremlin pour contourner les sanctions et cherchant à fuir vers l'Occident. Les Européens admettent également que l'attaque pourrait avoir été menée par des groupes radicaux ukrainiens ou des justiciers populaires. Yermolaïev est un représentant classique de ce qu'on appelle le bataillon de Monaco. Un homme qui, par ses impôts, finançait l'armée russe en Crimée, a mené une vie luxueuse à Monaco pendant la guerre à grande échelle. Et les entreprises qui lui sont liées remportaient donc cyniquement des appels d'offres pour la construction du cimetière militaire national en Ukraine. Pour les personnes ayant perdu des proches à la guerre, Yermolaïev était l'incarnation absolue de la trahison et, ce qui est important, de l'impunité. Mais je le souligne, ce n'est qu'une version et seule l'enquête montrera la véritable situation. En ce moment même, un autre sujet est activement discuté. Il s'agit des négociations entre l'Ukraine et la Russie sous la médiation de la Biélorussie. Aujourd'hui, certains médias ukrainiens ont rapporté que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, aurait probablement proposé au dictateur russe, Vladimir Poutine, d'entamer des négociations de paix directes par l'intermédiaire d'Alexandre Loukachenko. Loukachenko aurait soi-disant assuré à l'Ukraine et aux États-Unis que les relais en Biélorussie, qui aidèrent à corriger les frappes russes contre des villes ukrainiennes non militaires, ne seront plus remis en service. Auparavant, Zelensky avait donné à Loukachenko un délai d'1 semaine pour leur démantèlement. Ils ont été désactivés avant l'expiration de ce délai. Ensuite, Loukachenko a affirmé avoir reçu chez lui des envoyés de Volodymyr Zelensky, puis avoir communiqué avec les Russes. Et voici l'information selon laquelle Zelensky a transmis un message à Poutine par l'intermédiaire de Loukachenko, qui est apparu après que le dictateur soit arrivé à Valdaï le 26 juin et ait passé la nuit avec Vladimir Poutine. Les services de presse des deux présidents illégitimes de Russie et de Biélorussie ont très peu informé sur cette rencontre et, en général, Peskov a déclaré qu'il n'y aurait aucun commentaire. Bien que Peskov, d'ailleurs, l'ait dit de façon détournée, il a reconnu que oui, Loukachenko pouvait être un intermédiaire et un messager entre Kiev et Moscou. Après la Fédération de Russie, Loukachenko s'est rendu en Chine. Et voilà que l'agence d'information d'État chinoise, Xinhua, a rapporté à l'issue de la rencontre que Xi Jinping a déclaré, je cite, « La Chine soutient la Biélorussie dans la défense de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale, ainsi que dans la poursuite d'une voie de développement conforme à ses conditions nationales. » Eh bien, contre qui cette souveraineté de la Biélorussie doit être protégée, cela n'est pas précisé. Mais après cela, le ministère des Affaires étrangères de la Biélorussie a commencé à menacer très hardiment l'Ukraine de frappes de représailles si les forces armées ukrainiennes commençaient une invasion de leur pays. Eh bien, cela semble très étrange. Mais, si nous avons mentionné la retransmission et les opérateurs en Biélorussie, il convient également de mentionner que l'Ukraine est en train de détruire toute la communication spatiale de la Russie. En particulier, le plus grand centre de communication spatiale de Russie, Doubna, a de nouveau été attaqué. À la suite de l'attaque de cette nuit contre le centre, un des militaires russes a été tué et de vastes dégagements de fumée ont également été signalés.
L'attaque a été confirmée par la structure principale de l'entreprise publique Communication Spatiale. Le centre de communication spatiale de Doubna, dans la région de Moscou, offre des services de diffusion télévisée et de transmission de données aux structures étatiques et opérateurs commerciaux, tout en assurant l'interaction avec la constellation de satellites. Et je rappelle ici que Vladimir Poutine s'est récemment vanté qu'il créait, soi-disant, un analogue de Starlink et qu'ils avaient même lancé les premiers satellites. Donc, le centre de communication spatiale de Doubna est justement le centre qui dirige ce groupe de satellites. Sans lui, il n'y aura tout simplement aucun analogue de Starlink. Et voilà que l'Ukraine frappe déjà, pour la deuxième fois, ce centre de communication spatiale. Revenons au sujet des négociations. Après la visite de Loukachenko, Pékin exhorte fermement Moscou et Kiev à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre. C'est ce qu'a déclaré Sun Lei, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies. Voici sa citation. « Nous appelons instamment à mettre fin au conflit dès que possible. Nous appelons également à reprendre les négociations, à faire preuve d'une réelle volonté politique et à tout mettre en œuvre pour éradiquer les causes profondes de ce conflit en respectant pleinement et sans réserve les principes de la Charte des Nations Unies. » D'ailleurs, les principes de la Charte des Nations Unies stipulent clairement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'impossibilité d'influencer par la force les processus politiques dans un État voisin. C'est pourquoi la Chine glisse ici une petite bombe. C'est là qu'il est devenu évident que Vladimir Poutine avait bien demandé à Loukachenko de se plaindre au dirigeant chinois Xi Jinping que l'Ukraine attaque des villes russes. Vous vous souvenez, il se plaignait d'abord à Trump, il appelait et se lamentait auprès de Donald Trump en disant « Comment cela se fait-il ? L'Ukraine attaque mes villes. » Je croyais être le seul à pouvoir attaquer les villes ukrainiennes, mais apparemment ce jeu se joue dans les deux sens. Eh bien, aujourd'hui, ce même représentant de la Chine a souligné que le conflit militaire touche de plus en plus l'espace civil et qu'il faut y mettre fin. Citation. Ce sont des civils innocents qui en souffrent. La Chine maintient une position objective et impartiale sur la question ukrainienne, entretient des contacts avec toutes les parties et œuvre sans relâche pour promouvoir les négociations de paix. Je rappelle également que Vladimir Poutine a déjà déclaré à 2 reprises au cours de la semaine dernière qu'il était prêt à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le 23 juin, il a proposé de reprendre le dialogue sur la base des accords d'Istanbul, ainsi qu'en tenant compte des modalités discutées à Anchorage avec le président américain Donald Trump et sur la base de la réalité sur le terrain. Je souligne que la veille, Poutine a reconnu qu'il n'y avait eu aucun accord à Anchorage. Il dit « Oui, nous nous sommes assis, avons parlé, les Américains ont proposé quelque chose, et voilà. » Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, j'ai hâte de voir ces Peskov, Lavrov, Medvedev, Outchakov et ainsi de suite. Je ne parle même pas des propagandistes russes qui, pendant presque 1 an, racontaient une histoire sur un soi-disant esprit d'Anchorage, sur des accords entre Trump et Poutine en Alaska. Ils disaient « Pourquoi ces accords ne sont-ils pas respectés ? Pourquoi les Européens nous bloquent-ils ? etc. » Et maintenant, voilà que leur propre dictateur, Vladimir Poutine, sort et dit « À l'époque, il n'y avait aucun accord. » Quels accords ? De quoi parlez-vous ? En effet, il n'y en avait pas. Et ces propagandistes-là, eh bien maintenant, ils se sont tout simplement tus. Et ce qui est paradoxal, c'est que le bétail russe, le peuple, eh bien, ne réagit absolument pas. Pendant près d'1 an, on leur répétait qu'il existait des accords. Maintenant, Poutine affirme « Non, il n'y en a pas. » Les Russes acceptent. Ah, d'accord. C'est tout. De plus, le 28 juin, lors d'une interview avec le correspondant du Kremlin, Pavel Zarubin, Vladimir Poutine a souligné qu'il était prêt à discuter avec les représentants américains de tous les détails, de toutes les modalités pour régler le conflit. En même temps, Poutine a parlé de la proposition de Kiev de renoncer aux frappes sur le territoire de l'un et l'autre et de limiter les actions militaires à 4 régions, Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk. Poutine a laissé entendre qu'il n'était pas d'accord avec cela, car, selon lui, de telles mesures donneraient un avantage à l'armée ukrainienne. Il a ajouté que la tâche principale pour les occupants russes, et pour lui personnellement, je cite, est la libération définitive du Donbass et de la Novorossia. En somme, c'est pareil, ce type sale et sauvage n'a pas abandonné ses objectifs.
Mais derrière toute cette fanfaronnade ostentatoire, il y a autre chose qui se cache. Aujourd'hui, le porte-parole de Poutine, Peskov, a déclaré avec gêne que la Russie supplie encore d'autres pays de lui vendre de l'essence à des prix acceptables. Mais pour une raison quelconque, tout le monde exige qu'on paye des prix élevés, même pour l'essence produite à partir du pétrole russe. Citation. Les contacts sont en cours. Si un accord est trouvé sur des prix acceptables, cela se fera. Ce sera une étape supplémentaire vers la stabilisation du marché et visera à calmer cette demande frénétique. Au Kremlin, ils n'ont visiblement pas changé leur manuel, qui attribue tout à une demande frénétique. C'est-à-dire qu'il a simplement peur de dire que c'est parce que les raffineries de pétrole ont été complètement détruites. Les drones ukrainiens volent chaque jour par centaines vers la Russie. Par centaines. Il dit que c'est juste une demande frénétique. Et pour finir ce numéro, j'ajouterai une nouvelle amusante, tout simplement amusante, pour que vous souriez et que nous terminions cette émission sur une note positive. Sur fond de discussion sur le durcissement de la politique des visas de l'Union européenne à l'égard des Russes au Kremlin, on a conseillé à ces mêmes Russes de jeter un œil à l'Irak. Et voilà qu'à la télévision russe, l'ambassadeur d'Irak à Moscou, Abdul Karim Hashim Mustafa, a pris la parole et a déclaré, je cite, « Voyager en Irak était très sûr. La semaine dernière, j'étais à Bagdad. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 2 heures du matin, donc on y vit en toute sécurité. Je tiens simplement à noter que la plupart des pays occidentaux recommandent à leurs citoyens d'éviter de se rendre en Irak. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Australie, etc. alertent leurs citoyens sur les risques de terrorisme, d'affrontements armés et d'enlèvement. Eh bien, au Kremlin, ils ont déclaré que les Russes y sont appréciés et ont déjà lancé 2 vols directs par semaine entre Moscou et Bagdad. Alors les Russes, si par exemple Nice, Monaco ou n'importe quelle station balnéaire européenne vous sont fermées, eh bien bienvenue en Corée du Nord et maintenant aussi en Irak. Voilà, c'est le tourisme à votre niveau. C'est tout ce que vous méritez en fait. Ce que vous méritez, voilà ce que vous avez obtenu. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.